Nous arrivons donc au 170e cours du Sefer Shmirat Halashon. Bien qu'il soit permis d'écouter de la Rechilut, lorsqu'il importe d'être au courant de l'information, il n'est jamais permis de la croire, quel que soit le but poursuivi, comme on l'a dit dans le cours précédent. Même lorsqu'on doit se renseigner sur une personne avec laquelle on pense se lier, on n'a pas le droit de croire comme des faits les informations négatives qu'on entend en son propos. Rien n'autorise à se laisser entraîner à des sentiments de haine fondés sur des informations, même si on les a obtenues de façon permise. Alors vous allez me dire, on ne peut plus rien croire, on ne peut plus rien écouter. D'accord, c'est vrai. On ne doit pas croire ce qu'on entend, comme on l'a dit précédemment. Dans tous les domaines, l'homme a un filtre. Ce filtre s'appelle le cerveau. Il faut toujours qu'il réfléchisse à ce qu'il écoute pour vérifier si, d'après lui, ces choses-là sont vraies ou fausses. A fortiori pour le Lashon Hara et la Rechilut, on n'a pas le droit de croire ce qu'on entend et après il faut faire une enquête pour vérifier si ces choses-là sont fondées. Parce qu'en général, c'est toujours l'inverse qui est vrai. On entend beaucoup de Lashon Hara et malheureusement il y a beaucoup de mensonges. Mais par contre, ce qu'on devrait entendre pour prévenir une personne, ça souvent on ne l'entend pas, malheureusement. Donc il faut faire très attention. Nous avons comparé ci-dessus le Shmirat Halashon à un Met Mitzvah dans le cours précédent, une Mitzvah totalement délaissée par les gens qui ne voient même pas que c'en est une. Bien qu'aucune preuve ne soit nécessaire, nous allons tout de même démontrer combien c'est vrai. Certains gens tiennent sur leurs semblables les pires propos sans éprouver la moindre honte. C'est ça souvent, malheureusement, qui fait qu'on écoute de la Lashon Hara, c'est que la personne qui parle, on a l'impression qu'elle est totalement persuadée de ce qu'elle dit, et ce qu'elle dit, c'est totalement la vérité. Selon le ton qu'elle emploie, on a l'impression que cette personne-là est en train de nous dévoiler Torah Missinaï. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils disent du Lashon Hara, ils présentent une foule d'arguments pour expliquer que ce qu'ils disent n'est absolument pas du Lashon Hara. Si on avance une preuve irréfutable que c'en est, ils répondent qu'on a peut-être raison, mais qu'à propos d'un tel, ce n'est pas de la Lashon Hara, au contraire. C'est une véritable mitzvah de parler contre lui. Plus on tente de raisonner ces personnes, plus elles accablent leurs victimes de calomnie. Voit-on la même réaction pour d'autres fautes? Que fait un juif pratiquant qu'on surprend en train de consommer un élément interdit et qu'on le lui reproche? Se hâte-t-il d'en avaler une bouchée supplémentaire? Sûrement pas. Pourquoi réagit-il ainsi pour le Lashon Hara, qui est pourtant l'un des pires péchés de la Torah? C'est-à-dire que quelqu'un est en train de manger quelque chose sans savoir que c'est interdit. Ou bien, par exemple, elle a oublié qu'elle a mangé de la viande, et dans un délai de moins de 6 heures, elle a oublié, elle mange du fromage, on lui dit, mais tu as mangé, tu es bassari. Elle va recracher immédiatement le fromage. On devrait faire comme ça avec le Lashon Hara. Malheureusement, cet important domaine est devenu hefker, méprisé et piétiné par de nombreux gens, et pas seulement par des colporteurs de médisance invétérés. Beaucoup de gens n'ont pas de tendance naturelle au commérage, mais ils ne considèrent pas le Lashon Hara comme une faute aussi grave que les autres, et font la sourde oreille lorsqu'on les reprend et qu'on leur dit qu'ils devraient s'abstenir de tenir des propos interdits. Et de nos jours donc, il n'y a pas de plus grand Met Mitzvah, c'est-à-dire il n'y a pas de chose plus grande que de tenir sa langue, bien sûr.